est-il arrivé au mouton noir de votre famille? Ma fille a toujours été différente. Pas le genre de différence dont les parents se vantent au match de foot ou qu'ils affichent fièrement sur Facebook. Non, le genre qui vous laisse, éveillé à 3 heures du matin, à fixer le plafond en vous demandant où vous avez échoué. Quand Émilie a eu 13 ans, elle est devenue obsédée par une secte locale qui se faisait appeler les éveillés. Au début, c'était discret. Des livres cachés sous son matelas, d'étranges symboles griffonnés dans ses cahiers. Elle a troqué ses vêtements colorés contre du noir intégral et s'est rasé un côté de la tête. On a cru à une simple crise d'adolescence jusqu'au jour où Madame Hawkins, notre voisine, a frappé à notre porte en hurlant, voulant savoir ce qui était arrivé à son chat. Ce mois-là, 3 autres animaux ont disparu. La police a interrogé Émilie 2 fois, mais n'a rien trouvé. Juste une adolescente au centre d'intérêt étrange, mais sans preuve de méfaits. Je faisais semblant d'y croire, mais je savais que ce regard qui me fixait à table n'était plus celui de ma petite fille. Mon mari, Marc, voulait l'envoyer en pension. Moi, je plaidais pour une thérapie. On se disputait sans cesse. Notre mariage se fissurait, et Émilie observait depuis l'embrasure des portes avec ce demi-sourire inquiétant. Le jour de ses 16 ans, au lieu de gâteaux et de cadeaux, elle a annoncé qu'elle ascendait et qu'elle partait vivre dans la communauté, au cœur des montagnes. Marc voulait la retenir de force. Moi, je parlais d'un traitement plus poussé, peut-être des médicaments. On a hurlé l'un sur l'autre dans la cuisine, pendant qu'elle faisait calmement ses valises à l'étage. Au matin, elle avait disparu, laissant seulement une lettre manuscrite disant « Vous êtes des êtres non éveillés qui périront dans le grand nettoyage ». Elle avait emporté le pendentif de ma grand-mère et $600 du portefeuille de Marc. La police a cherché, mais les montagnes sont vastes, et la communauté experte pour se cacher. Après 6 mois, même les officiers les plus compatissants ont cessé de répondre à nos appels. Pendant 5 longues années, rien. Pas de coup de fil, pas de lettre, pas même une rumeur. Marc n'a pas supporté. 3 ans après, il est parti s'installer en Arizona, disant qu'il avait besoin de repartir à zéro. Moi, je suis resté, gardant la maison exactement comme le jour de son départ. Sa chambre intacte, son paquet de céréales préféré dans le placard, au cas où. Puis, le mois dernier, ma sonnette a retenti à minuit. J'ai failli ne pas ouvrir. Rien de bon ne se présente à cette heure-là, mais quelque chose m'a poussé vers la porte. C'était Émilie, tête entièrement rasée, vêtue d'habits gris simples, un petit sac à dos à la main, plus maigre que dans mes souvenirs, une cicatrice irrégulière lui traversant la mâchoire. Maman, a-t-elle murmuré d'une voix rauque, comme si elle n'avait plus l'habitude de parler. J'ai fait des choses terribles. Je l'ai tirée à l'intérieur, la serrant contre moi pendant qu'elle tremblait. Entre 2 sanglots, elle m'a tout raconté. Comment Samuel, le chef, l'avait repérée très tôt, manipulée, persuadée qu'elle était spéciale. Comment elle était montée en grade jusqu'à devenir sa main droite. Comment elle avait recruté d'autres personnes, surtout des ados et de jeunes mères fragiles, prêtes à suivre Samuel n'importe où. J'étais leur chasseuse, a-t-elle avoué, incapable de me regarder. Elle savait exactement quoi dire pour convaincre. L'aube à peine levée, le FBI est arrivé. Émilie a passé des semaines à tout leur raconter. Les lieux, les pratiques, les préparatifs du grand nettoyage qui aurait causé des centaines de morts. Grâce à son témoignage, une descente a permis de sauver 32 personnes, dont 14 enfants jamais déclarés à la naissance. Samuel et son cercle rapproché risquent désormais la prison à vie. Les médias voulaient son histoire, mais elle a refusé toutes les interviews. Aujourd'hui, elle voit un spécialiste du traumatisme 3 fois par semaine, prend un traitement, dort dans sa chambre d'enfant avec toutes les lumières allumées. Elle sursaute au moindre bruit, ne supporte pas la foule, évite les miroirs. Les voisins murmurent encore, évidemment. Certains disent que je n'aurais jamais dû la laisser revenir, qu'après ce qu'elle a fait, elle devrait être en prison. Mais ils ne comprennent pas. Ma fille a été à la fois prédatrice et proie.